Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graal. Graal. Le Graal, groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, est un groupement d'intérêt scientifique rattaché au CNRS et fondé sur un contrat de 4 ans renouvelable associant au Centre national de la recherche scientifique plusieurs institutions ou entreprises. Les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Reims Champagne-Ardennes CRDT et Lille 2 Droit et Santé CERAPS, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, l'Assemblée des régions de France, le Conseil régional des Île-de-France, Électricité de France, le Centre national de la fonction publique territoriale et d'autres institutions ou entreprises en fonction des projets. Le Graal, qui réunit une quarantaine de centres de recherche et institutions scientifiques nationales et internationales, a pour mission de promouvoir des recherches sur les collectivités locales, l'action publique territorialisée et des problèmes juridiques qui s'y rapportent. Il trouve sa raison d'être dans le réseau dense et diversifié des équipes de recherche ou associations scientifiques des diverses disciplines qu'il contribue à entretenir et à stabiliser. Ce réseau forme la base de l'Observatoire national de la décentralisation, mis en place par le Graal en 2004 en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, et qui continue son activité de manière indépendante. Le Graal est également au centre d'un réseau international associant des chercheurs de plus de 30 pays. Contact, Université Paris 1 9 rue Malher 75 181 Paris CEDEX 04 tel. 01 44 78 33 44 mail, graal@univ-paris1.fr. Site, http://graal.univ-paris1.fr. Dernière parution. Thomas Hallam et Marion Gouroutchaga dire Collectivité, territoire et santé. Regard croisé sur les frontières de la santé, 2015. Nadine Dantonelcor dire Les politiques publiques locales de sécurité intérieure, 2015. Daniel Perrault dire Collectivité territoriale et organisation régionale. De l'indifférence à l'interaction, 2014. Gérard Marcoux et Jacques Fialer dire 30 ans de la fonction publique territoriale. Contradiction et adaptation, 2014. Abréviation. Préface. Les réformes de la décentralisation qui se sont succédées depuis le début des années 1980 ont été accompagnées par une augmentation régulière du volume des dépenses publiques, soutenue par une évolution de leurs ressources et notamment de leur fiscalité. Jusqu'au début des années 2000, la France a été l'un des pays d'Europe où les collectivités locales avaient le pouvoir fiscal le plus important, après les pays nordiques et la Suisse, et la structure de leurs ressources était dominée par les ressources tirées de la fiscalité propre. La contrepartie de cette autonomie financière a été l'existence de profondes inégalités de ressources entre les collectivités locales, surtout au niveau communal, en raison de l'inégale distribution de la matière imposable. Mais ces inégalités ont été accentuées par les transferts de compétences et l'augmentation des dépenses publiques locales, qui en a résulté. Depuis le début des années 2000, on a assisté à une érosion progressive du pouvoir fiscal des collectivités territoriales, jusqu'à la suppression en 2010 de la taxe professionnelle, laquelle a été compensée par le transfert d'autres ressources fiscales, mais sans pouvoir fiscal, sauf de manière résiduelle sur la contribution foncière des entreprises affectées au bloc communal. Désormais, les ressources des collectivités territoriales sont dominées par des participations à des impôts d'État et des transferts budgétaires. La décentralisation juridique a donc masqué une réduction massive de l'autonomie financière, malgré la consécration de celle-ci par la révision constitutionnelle de 2003. Mais ce recul de la fiscalité propre, principale source d'inégalité, ne s'est pas accompagné d'une réduction significative de celle-ci. La péréquation trouve donc dans ces évolutions des justifications nouvelles, mais on pourrait aussi penser qu'elle devrait être facilitée par l'évolution de la structure des ressources des collectivités territoriales. Pourtant, comme le montre Mathieu Hauser, les réformes récentes des finances locales, et en particulier la réforme de 2010, suppression de la taxe professionnelle et spécialisation de la fiscalité locale, ont au contraire aggravé les inégalités de ressources entre les collectivités territoriales.
Il est d'autant plus urgent d'y remédier que la contrainte budgétaire conduit l'État à réduire les dotations aux collectivités territoriales, et que cette réduction touche aussi les collectivités les plus pauvres. C'est dire que le livre de Mathieu Hauser vient au bon moment. Il nous rappelle que la péréquation a de longue date, dès le début du XIXe siècle, inspiré des réformes de la fiscalité locale ou des dotations de l'État. Mais elle n'a pas toujours visé à réduire les inégalités de ressources. Cette vocation redistributive de la péréquation est assez récente et elle a donné lieu à une multiplication incroyable de dispositifs, de portée locale, départementale, régionale ou nationale, ces derniers étant les plus importants en volume, mais dont les effets réels sont difficiles à apprécier en raison également de leur instabilité. Mathieu Hauser en fait un inventaire complet et critique, sachant aller à l'essentiel sans se perdre dans les détails techniques qui en masquent la dimension très politique. Car la péréquation est devenue une question très politique, à mesure que l'urgence de solutions adéquates se fait davantage sentir. Doit-elle être redistributive ou incitative ? Jusqu'à quel point faut-il corriger les inégalités ? Jusqu'à quel point faut-il remettre en cause les situations historiques qui ont été cristallisées par certains mécanismes de transfert, au niveau national, mais aussi dans certains mécanismes locaux de péréquation et qui en neutralisent en réalité les effets ? La péréquation doit-elle être horizontale ou verticale ? Fondamentalement, la péréquation se traduit toujours par des critères d'attribution qui visent à réorienter les ressources vers certaines collectivités. Sans surprise, ceux qui s'estiment victimes défendent d'autres critères et défendent leurs intérêts. Ainsi, la péréquation est-elle d'autant plus mal acceptée par les donneurs que les transferts sont transparents et font appel à la solidarité. La péréquation verticale est pour cette raison mieux acceptée que la péréquation horizontale, dès que des montants importants sont en jeu. En Allemagne, la péréquation horizontale entre les Länder n'a été sauvée, au lendemain de l'unification de l'Allemagne, que par une augmentation globale de la part du produit de la TVA allouée aux Länder et sur laquelle la péréquation horizontale, au profit de l'Est, devait être financée. Le livre de Mathieu Hauser nous guide dans l'analyse et la compréhension de la problématique des multiples indicateurs et formules qui servent à calculer les montants alloués. À notre connaissance, une telle analyse d'ensemble n'avait pas encore été produite, et ce n'est pas l'un des moindres mérites du livre qui met à la portée du lecteur non spécialiste, avec beaucoup de pédagogie, des dispositifs dont la complexité décourage souvent les plus curieux. Enfin, le livre de Mathieu Hauser apporte de riches matériaux comparatifs à la compréhension de la problématique de la péréquation. La péréquation en effet n'est pas un problème français. Il se rencontre dans tous les pays du monde. Les États fédéraux sont sans doute les premiers confrontés à sa nécessité, mais les exemples des pays nordiques ne sont pas moins intéressants. Mais il faut se méfier des comparaisons trop globales. Le niveau de la péréquation dépend beaucoup de la nature des fonctions à financer. Plus les compétences sont étendues, plus il est nécessaire de fonder la péréquation sur des indicateurs de besoins plus complexes, et de viser une égalité d'accès aux services publics, alors qu'en France une grande partie des dotations attribuées aux collectivités territoriales correspondent à des compensations de ressources fiscales et enregistrent donc les inégalités de richesse que celles-ci reflétaient. Au moment où d'importantes réformes du système français d'administration territoriale sont en cours, le livre de Mathieu Hauser aidera son lecteur à déchiffrer les implications financières de ces réformes et à former son jugement. Gérard Marcoux, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. École de droit de la Sorbonne. Directeur du Graal. La péréquation de l'impôt est dans l'ordre économique, ce que la quadrature du cercle, la trisection de l'angle, la duplication du cube sont dans les mathématiques. Introduction. Essor des dispositifs de péréquation. Depuis la loi de finances pure 2010 du 30 décembre 2009 réformant la fiscalité locale, les fonds de péréquation, valeur ajoutée, droit de mutation à titre onéreux, fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, ne cessent de se développer. Chaque loi de finances devient un nouveau lieu d'arbitrage, les fonds sont modifiés, les critères également sans que l'on sache précisément les conséquences financières réelles de toutes ces modifications incessantes. Ce phénomène pourrait au premier abord constituer une spécificité française, pourtant il n'en est rien,
tous les États connaissent des mécanismes comparables de péréquation. La péréquation, phénomène commun à tous les États. Aborder la péréquation financière entre entités infra-étatiques dans un État ne constitue pas une matière aride, mathématique, applicable d'un État à un autre. L'histoire, la culture, l'économie, l'organisation politique et juridique de chaque pays expliquent la particularité des mécanismes de péréquation financière et la difficulté de remédier aux inégalités territoriales. Par exemple, si au sein de l'Allemagne, le Land de Berlin est le principal bénéficiaire de la péréquation, en France, l'Île-de-France, au contraire, s'avère être la première région contributrice à la solidarité financière, malgré des inégalités intraterritoriales très fortes. L'Italie, quant à elle, se trouve fortement marquée par les difficultés anciennes et récurrentes du Mezzogiorno. La péréquation canadienne repose de son côté sur la particularité des ressources naturelles, forêts, gaz naturel, mines et hydroélectricité, qui fondent en partie la richesse de certaines provinces, mais dont les ressources d'une année sur l'autre s'avèrent très variables. Autre exemple, la Belgique, avec la Wallonie et la Flandre, constitue également une spécificité, car la péréquation doit s'effectuer, en partie, entre ces deux régions. À cet égard, la Wallonie a été pendant longtemps une région contributrice en Belgique par rapport à la Flandre plus débitrice, et ce pendant 135 ans. Depuis 1965, soit 45 années, sa position s'est inversée, elle est devenue débitrice. Cette inversion sert d'argument à la Flandre pour revendiquer plus d'autonomie, reprochant à la Wallonie débitrice de freiner son développement. L'approche économie. L'existence d'une politique de péréquation dans la plupart des États s'avère presque logique, et renvoie en réalité à un problème global, à savoir la répartition des ressources entre personnes publiques au sein d'un même territoire, théorisé par R. Musgrave en 1965 et W. Oates en 1972. Cette approche, dite du fédéralisme financier, cherche à étudier la distribution des ressources fiscales dans une optique d'efficacité économique optimale. Ce courant doctrinal s'est depuis lors considérablement étendu avec l'essor de la nouvelle économie géographique, qui étudie la répartition de l'activité sur les territoires. De cela découle un questionnement sur l'influence de la localisation des activités sur les ressources d'une personne publique par le biais de l'impôt, c'est-à-dire in fine sur sa capacité à créer des services publics. Apparaît alors le concept de péréquation, qui provient du latin perequere signifiant égaliser, impliquant la recherche d'une certaine égalité entre personnes publiques, afin que les habitants puissent bénéficier de services publics sur l'ensemble du territoire dans des conditions similaires. Cette problématique se rapproche de la logique de l'aménagement du territoire. L'approche de l'aménagement du territoire. Selon la définition traditionnelle de Claudius Petit, ministre à l'époque de la reconstruction et de l'urbanisme, l'aménagement du territoire est la recherche dans le cadre géographique de la France, d'une meilleure répartition des hommes, en fonction des ressources naturelles et des activités économiques. Inévitablement, cela inclut les ressources financières des collectivités territoriales, même si d'autres outils ont pendant longtemps été privilégiés tels que le contrat de plan État-région, les fonds européens ou encore les politiques de subventionnement. Progressivement, le législateur approche la question de l'aménagement du territoire de la péréquation. Preuve en est avec la loi du 4 février 1995 qui innove, selon Gisèle Albert, par le fait que la nouveauté réside dans la prise de conscience du législateur que le développement équilibré du territoire de la République nécessite une réduction des écarts de ressources entre les collectivités locales. Cependant, comme l'atteste le dossier de la DATAR publié en 2004 au sein de sa revue Territoire 2020 intitulée Aménagement du territoire et péréquation numéro 10, la rencontre entre ces deux politiques publiques se trouve désormais clairement avérée. L'extension de la place de la péréquation au sein des politiques publiques explique qu'elle devient un objet scientifique, saisi par les sciences politiques et juridiques. L'appropriation de la péréquation par les sciences politiques. Comme l'indiquent deux politologues, D. Belland et A. Lecourt, le fonctionnement politique des arrangements fiscaux représente une dimension qu'il ne faudrait pas négliger. À cet égard, la péréquation n'est pas seulement le fruit d'une logique économique ou d'un instrument créé par le législateur,
mais également le résultat d'une succession d'événements, d'où la possible analyse théorique par le biais de l'institutionnalisme historique. À cette approche politiste s'ajoute la construction d'un objet juridique concernant la péréquation, en raison de l'essor de manifestations juridiques à son égard. La construction de l'objet juridique, péréquation. L'utilisation du terme péréquation n'apparaît pas comme étant systématique. Le législateur utilise soit ce terme soit celui de solidarité financière, sans finalement qu'en découlent des conséquences juridiques. Cependant, au-delà de cette incertitude sémantique, saisir la péréquation par le prisme du droit invite à dépasser une simple étude des règles juridiques pour comprendre comment les finances publiques, en tant que science carrefour, peuvent comprendre sa mise en œuvre. Cette approche théorique semble d'autant plus importante que penser la péréquation revient à définir la nature de l'État. Pour G. Marcoux, la péréquation est l'expression financière de la solidarité qui est indispensable à la cohésion de la société et à la stabilité de l'État. Aussi, quel choix d'organisation politique, mais également administratif, implique une politique de péréquation? Quels sont les principes à respecter lors de sa mise en œuvre? Selon le type d'organisation politique d'un État, unitaire, fédéral, régional, peut-on dresser une classification sur l'efficacité d'un système au regard de la péréquation? L'égalité n'étant pas forcément naturelle, on pourrait penser qu'un État unitaire serait susceptible d'offrir une plus grande égalité en termes de ressources publiques entre territoires. Cette réalité élude pourtant rapidement deux contraintes auxquelles sont confrontés les États fédéraux, à savoir, l'existence d'une dépense publique plus importante au niveau des États fédérés qu'au sein des collectivités territoriales dans un État unitaire et surtout la nécessité de conclure des arrangements entre États pour que la fédération fonctionne. Dès lors, la péréquation devrait s'affirmer davantage dans les États fédéraux. Péréquation et inégalité. Si les finances locales sont à certains égards engagées dans une éternelle réforme, l'apparition d'une exigence de péréquation constitue une nouvelle problématique traversant toutes les réformes actuelles. La fiscalité locale, issue de la Révolution, a pendant longtemps négligé les inégalités entre individus. Bâtie sur des impôts de quotité, c'est-à-dire avec un produit défini dans un premier temps, puis réparti dans un second temps entre les contribuables, la fiscalité locale n'a finalement pris conscience de son rôle dans la lutte contre les inégalités que tardivement et ce à deux égards. D'une part, dans sa structure intrinsèque, l'allègement de la fiscalité pour les personnes les plus défavorisées permet de les aider financièrement. D'autre part, une fiscalité plus importante pour les collectivités confrontées à de fortes charges permet de les aider à mener de véritables politiques de développement économique et social. Péréquation et égalité. En réalité, la finalité intrinsèque de la péréquation financière s'exprime avec la recherche d'une répartition la plus équilibrée possible des ressources entre territoires dans le respect de l'autonomie locale. Or, paradoxalement, ne reposant sur aucune théorisation préalable, la péréquation se trouve depuis quelques années happée par le droit, au fur et à mesure de la prise en compte de sa nécessité au sein des finances locales. Cependant, la réforme constitutionnelle de 2003, en introduisant ce concept dans la Constitution, n'a imposé aucune obligation au législateur. Au terme de l'article 72A2 alinéa 5 de la C, la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Avec cette formulation, le constituant n'effectue par ailleurs qu'une application de la jurisprudence Baxter du Conseil d'État de 1997 et du Conseil constitutionnel, selon laquelle une personne privée n'a pas de droit à revendiquer une application différenciée du principe d'égalité. Là apparaît l'ambiguïté profonde de la péréquation. Application concrète du principe d'égalité en postulant une répartition équilibrée des ressources, la péréquation se trouve à la jonction du principe d'égalité et de libre administration. Toutes les collectivités, du moins selon la conception de l'égalité devant la loi née de la Révolution française avec l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, se trouvent sur un pied d'égalité devant la loi. Elles doivent donc bénéficier des mêmes compétences, des mêmes types de ressources, peu importe que la collectivité soit petite ou grande, confrontée à des difficultés géographiques et sociales. La prise en compte d'une nouvelle forme d'égalité, cette fois par la loi,
renvoie davantage à la recherche de l'égalité réelle, le droit ayant vocation à lutter contre les inégalités de fait. À cet égard, l'approche du droit de l'Union européenne en matière de discrimination imposerait presque à l'État des obligations. Pour le juge de l'Union, selon une jurisprudence constante, une discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes. Malgré tout, le droit français demeure réticent à cette conception sur le plan territorial. Toute dérogation trop marquée à la répartition des mêmes ressources entre collectivités constitue une atteinte à la conception du principe d'égalité devant la loi. Égalité, solidarité et péréquation. La prise en compte de l'égalité pose donc question à la lumière de la conception classique de l'égalité en droit français. Le dépassement affirmé de l'égalité formelle pourrait s'effectuer par le recours à la solidarité nationale issue de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Telle est, semble-t-il, la position tenue par le Conseil constitutionnel concernant les prestations de solidarité délivrées par les collectivités territoriales. Toutefois, la Constitution ne conçoit la solidarité qu'entre individus, il n'existe pas de concept de solidarité territoriale. Du reste, toutes les dérogations territoriales financières sont justifiées par le Conseil constitutionnel par une formulation vague fondée sur l'intérêt général ou les particularités locales. Ainsi, dans sa décision numéro 81A291 DC du 6 mai 1991 concernant la création d'un mécanisme de solidarité en Île-de-France, celui-ci est justifié par les particularités rencontrées dans cette région. Selon les considérants 24 et 25. La région d'Île-de-France présente, en ce qui concerne la situation des communes urbaines au regard des besoins sociaux de leur population, des traits spécifiques. La masse de sa population, l'importance globale de ses ressources et la présence de la capitale, que la répartition des emplois entre le centre et la périphérie entraîne en règle générale une distribution très inégale du potentiel fiscal des communes à population équivalente, qu'il en découle d'importants écarts dans les niveaux des équipements et de services que les communes sont en mesure d'offrir à leurs habitants. L'ampleur et le cumul de ces éléments justifient que le législateur institue pour la région d'Île-de-France, indépendamment de la création de la dotation de solidarité urbaine, un mécanisme intercommunal de redistribution de ressources ayant pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans celles des communes qui supportent des charges particulières sans disposer d'un potentiel fiscal par habitant élevé. Par ailleurs, dans sa décision du 26 janvier 1995 concernant certains avantages fiscaux dans certaines parties du territoire, le Conseil constitutionnel admet également le principe de la dérogation, mais retient une formulation beaucoup plus générale. Considérant en second lieu que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement et à l'aménagement de certaines parties du territoire national dans un but d'intérêt général. Le rapprochement de la péréquation avec la solidarité interroge également à la lumière de la nature des prestations de solidarité. Celles-ci ont normalement vocation à être libres d'emploi, si on estime que la solidarité renvoie à l'existence d'une relation étroite de dépendance réciproque, 32 des membres du corps social. Cela explique que le recours à la solidarité en matière de péréquation divise, car le fléchage ou le versement de dotations de péréquation sous condition revient régulièrement sur le devant de la scène et l'État contrôle même certaines dotations de façon insidieuse grâce au maniement de l'outil contractuel. D'autres pistes sont imaginées telles que le fléchage des sommes versées au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, FPIC. Aussi, la justification de la péréquation par la solidarité demeure incertaine, et ces doutes se renforcent lorsque la péréquation rencontre la libre administration. Péréquation et libre administration. Dans le même temps, toute politique de péréquation porte atteinte à la libre administration consacrée constitutionnellement en amputant certaines collectivités de leurs ressources. Cette prise en étau de la péréquation entre le principe d'égalité et la libre administration explique la conception retenue par le Conseil constitutionnel selon laquelle la péréquation n'est qu'un objectif à valeur constitutionnelle, et à cet égard, l'alinéa 5 de l'article 72 de l'AC
a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de mécanismes de péréquation financière. Cette conception n'est toutefois pas surprenante, elle n'est que le reflet d'une ligne jurisprudentielle laissant la plus grande liberté possible aux législateurs en matière de dérogation financière territoriale. À titre de rappel, les exonérations fiscales au sein de certaines parties du territoire relèvent uniquement de l'appréciation du législateur. Les débats de la loi de finances pour 2015 illustrent toute la difficulté de cette question concernant le montant à consacrer à cette question, et la position défendue régulièrement par les parlementaires souhaitant limiter la hausse des fonds de péréquation horizontale. Naissance d'un contentieux de la péréquation. Malgré tout, à la suite de la création de nombreux mécanismes de péréquation, le juge administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir et le Conseil constitutionnel, avec l'utilisation de la question prioritaire de constitutionnalité, se trouvent au cœur d'un nouveau contentieux. Désormais, chaque mécanisme, chaque critère deviennent source d'un nouvel affrontement. Inévitablement, avec l'essor de ces contentieux, les juges sont amenés à s'interroger sur les fondements de la péréquation, sur le droit comparé et les instruments utilisés. Tel est finalement l'objectif de cet ouvrage, réfléchir sur l'existence d'une certaine cohérence de la péréquation en droit français. Interprétation plurielle de la péréquation. Si, au premier abord, la péréquation consiste à réduire les inégalités financières entre collectivités territoriales, cet objectif peut revêtir plusieurs significations suivant son volume, le type de péréquation et les critères que l'on retient, mais surtout suivant la logique sous-jacente. Selon une présentation doctrinale traditionnelle, deux grands types de péréquation peuvent être dégagés, celle dite passive avec une mutualisation des dépenses et une autre que l'on peut qualifier d'active, qui cherche un rééquilibrage des ressources des collectivités territoriales en fonction de leurs dépenses et de leurs caractéristiques intrinsèques en matière de ressources, par exemple. Faible base, population défavorisée. La péréquation passive s'avère inhérente à tout système de décentralisation, avec plusieurs échelons territoriaux. Dès 1930, cette problématique traverse les finances locales. Ainsi, pour GACEMA, les collectivités locales participant, au moyen d'impôts locaux, à des dépenses ayant le caractère national se traduit par de profondes différences entre leurs situations respectives. À l'heure actuelle, l'exemple de l'intercommunalité semble révélateur. Certains auteurs distinguent ainsi 4 effets redistributifs au sein d'un EPCI. L'effet de solidarité financière, de spécialisation fiscale, des charges transférées et de redistribution des services communautaires. Toutefois, la péréquation passive relève davantage d'une organisation locale ou d'une reconfiguration des compétences entre collectivités territoriales. Dans cette logique, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, déposé au Sénat le 18 juin 2014 actuellement en discussion au Parlement illustre toutes les incertitudes relatives aux évolutions territoriales en cours, tant en termes de périmètre que de compétences. Les conséquences financières ne sont, à l'heure actuelle, pas évaluées. Selon un rapport parlementaire du 11 décembre 2014, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et l'actuel projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe, ont des conséquences importantes, mais pas toujours mesurées sur la répartition de la richesse sur le territoire et sur la solidarité territoriale. La péréquation dite active présente donc un intérêt majeur, car le législateur cherche à répartir les ressources des collectivités en fonction de critères objectifs, par exemple, population, longueur de voirie, et fonction de critères dépendant pour partie de la situation socio-économique du territoire et de la collectivité. Péréquation et logique économique. Si la plupart des pays connaissent des mesures de péréquation, ce n'est pas seulement pour des motifs de solidarité, mais également pour des raisons d'efficacité économique. Une égalisation financière permet en effet de lutter contre une concurrence fiscale entre territoires infra-étatiques. Aussi, de nombreux économistes, et même l'OCDE, incluent cette logique dans la définition de la péréquation. Selon une autre interprétation, la péréquation des ressources fiscales constitue d'une certaine manière un contrepoids à la compétition entre collectivités. Autrement dit,
Il s'agit de satisfaire à un impératif de rééquilibrage ou encore d'équité entre collectivités territoriales dont la raison fondamentale d'exister est le mieux-être des citoyens, ainsi que l'organisation d'une certaine solidarité entre eux. La logique économique interroge également sur d'éventuelles obligations à la charge des collectivités bénéficiant d'une aide extérieure, de l'État ou d'un autre niveau. Une assistance financière doit-elle être liée à une contrepartie ? Pour M. Bouvier, une conception contemporaine de la péréquation financière ne peut se construire en dehors de l'évolution générale de la gestion financière publique, dont l'un des principes essentiels est celui de la responsabilité. Il ajoute: la péréquation doit permettre aux collectivités les plus défavorisées, non pas de s'installer dans l'assistanat, mais d'avoir la capacité à terme d'offrir par leurs propres moyens des services à leurs administrés et d'agir par elles-mêmes sur l'origine des inégalités. Cette caractéristique rejoint une évolution plus générale des finances locales avec le retour de l'État, concernant l'utilisation des ressources dans une logique de limitation. Selon un rapport parlementaire de 2010, dès lors qu'une collectivité territoriale bénéficierait d'une croissance économique suffisante pour faire face à ses dépenses obligatoires et à la mise en œuvre des projets définis par les élus, elle perdrait automatiquement le bénéfice de ces dotations. Autrement dit, toute dotation de péréquation ne devrait plus être considérée comme un acquis, mais uniquement comme un outil destiné à atteindre un niveau de développement économique donné. Il s'agirait d'une aide économique transitoire et non pérenne. L'Inspection générale des finances, IGF, propose également, dans un rapport de 2014, de limiter l'évolution des dépenses des collectivités en rappelant que de tels mécanismes ont été mis en place dans divers pays européens. Cette institution effectue par ailleurs un lien plus net encore, dans son rapport de 2013, en estimant que la régulation de la dépense des collectivités territoriales s'opérant au niveau de leurs ressources, une péréquation accrue doit permettre de limiter les dépenses des mieux dotés et tout en favorisant une meilleure adéquation des ressources aux charges des moins bien dotés. L'absence de réponse tranchée à la finalité de la péréquation invite dès lors le chercheur à étudier d'autres concepts présents dans les ordres juridiques. Celui de cohésion territoriale utilisé dans le droit de l'Union se révèle intéressant, la péréquation ne constituant alors qu'un outil au service de cet objectif. Aussi, la péréquation se définissant comme un procédé au service d'un objectif plus global, d'épineux problèmes théoriques apparaissent. Dans quelle mesure des ressources financières doivent-elles être davantage versées aux collectivités fragiles ? La péréquation doit-elle provenir seulement de dotations d'État, ou de ressources d'autres collectivités ? Dans quelle mesure l'affirmation de l'autonomie financière, en tant qu'instrument de la libre administration, ne s'oppose-t-elle pas à la péréquation ? Cette question semble d'autant plus importante que les objectifs assignés aux collectivités territoriales sont cruciaux entre subvenir aux besoins de la population et impulser un développement économique local, dans lequel l'un des principaux problèmes est celui de la localisation des entreprises. La mise en faillite de la ville de Détroit aux USA, en partie liée à l'absence de renouvellement de son tissu économique, illustre une nouvelle fois le rôle des collectivités pour réorienter l'économie locale, à condition qu'elles disposent de moyens minimums. Par ailleurs, existe-t-il un niveau optimum de péréquation qui n'ampute pas trop les collectivités richement dotées ou menant des projets de développement, et permet d'aider les collectivités les plus fragiles financièrement ? Dans la même orientation, le niveau de la péréquation optimum doit-il être mis en œuvre par l'État central, par les échelons infra-étatiques, États fédérés, régions, départements, EPCI, ou par les deux concomitamment ? Partie 1. Le cadre théorique et juridique. L'existence d'un droit de la péréquation implique de réfléchir à sa cohérence et notamment de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agit d'une finalité ou d'un simple instrument au service d'une logique plus globale. Le dépassement du principe d'égalité et le recours à la péréquation semblent finalement le résultat de deux logiques. D'une part, la prise en compte de certains territoires défavorisés et d'autre part, la conséquence de l'évolution des finances locales qui pénalise certains territoires. Isoler ces deux logiques présente toutefois une difficulté, car elles sont profondément liées.
Si la mise en place des dispositifs de péréquation s'effectue de façon désordonnée au gré des différentes lois de finances, sans réelle évaluation de leur efficacité et de leur cohérence, il est possible, malgré tout, de déceler des problématiques récurrentes qui participent à la construction d'un cadre théorique et juridique. D'un point de vue historique, les inégalités financières entre collectivités territoriales sont avant tout des inégalités de ressources, chapitre 1. Cependant, la péréquation ne se limite désormais plus seulement à réduire les inégalités de ressources, mais vise au contraire à réguler l'ensemble des politiques publiques. Cet avènement de la péréquation, chapitre 2, s'effectue en même temps que la création d'un cadre institutionnel et constitutionnel, chapitre 3. Chapitre 1. La construction des inégalités de ressources entre collectivités territoriales. Dès la mise en place d'une nouvelle fiscalité locale sous la Révolution, des inégalités apparaissent, section 1, se renforçant tout au long des 19e et 20e siècles, section 2. La création et les réformes successives des dotations durant le XXe siècle ne limitent que tardivement les inégalités les plus criantes, sans véritablement remédier aux différences parfois flagrantes, section 3. Il en est de même de l'intercommunalité, section 4, qui n'atténue que faiblement les inégalités en son sein. Dès lors apparaît une inadéquation relativement forte entre les ressources fiscales et les besoins de certains territoires, section 5. Section 1. Les inégalités dans le cadre des finances locales post-révolutionnaires, 19e siècle. Les inégalités fiscales actuelles trouvent en partie leurs origines sous la période révolutionnaire. Cherchant à remédier à la fiscalité de l'Ancien Régime, les révolutionnaires vont créer un nouveau système, issu en partie des idées des physiocrates. À cette époque, plusieurs impôts sont créés. La contribution foncière, sur les propriétés bâties et non bâties, par la loi du 23 novembre 1790. Cette même loi procède à la répartition des contributions par municipalité. La contribution mobilière le 13 janvier 1791. Cet impôt, créé en remplacement de la capitation, cherche à imposer les revenus qui ne sont pas soumis à la contribution foncière. La contribution sur les portes et fenêtres liée au nombre et à la taille des fenêtres des immeubles, par la loi du 24 novembre 1798. La contribution des patentes, au lieu et place des anciens droits de maîtrise et de jurande, par le décret-loi des 2 et 17 mars 1791. Dès la fin de la période révolutionnaire, après plusieurs modifications, elle comprend d'une part, un droit fixe caractéristique d'un impôt indiciaire et d'autre part, un droit variable. Le premier se définit par référence à un tarif établi selon la nature de l'activité exercée, ainsi, le plus souvent, qu'à la population de la commune. Le second, plus représentatif de la capacité contributive des redevables, se détermine en fonction de la valeur locative des établissements imposés et de leurs équipements. Impôt d'État, la contribution des patentes est dès l'origine assortie de centimes additionnels, perçus d'abord au profit des communes et départements, puis à partir de 1820 des organismes consulaires. Dès sa création, la patente entraîne des inégalités avec de nombreuses exonérations catégorielles. La fiscalité locale issue de la période révolutionnaire apparaît donc comme fondamentalement axée sur le patrimoine, faisant abstraction des revenus d'activité et se concentrant essentiellement sur la fortune. Sur la base de ce régime fiscal, des inégalités sont rapidement créées, amplifiées avec l'essor des budgets locaux. La mise en œuvre de la contribution foncière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.